J'ai fait toutes les erreurs qu'un entrepreneur peut faire, je les ai faites, là. Puis des erreurs niaiseuses que ben les entrepreneurs ne feraient même pas, moi, je les ai faites. Parce que je suis naïf, j'ai du fun, je crois en la vie. Puis je suis pas là pour faire de l'argent, en toute honnêteté. Puis je dis pas ça pour être cheesy, c'est vraiment pas une joke. Je m'en fous raide du cash à ce moment-là. Je veux inspirer le monde. Ceux qui voient les entrepreneurs comme des gens d'affaires rationnels, cartésiens, qui calculent le risque, vont rester médusés devant David Côté. C'est vraiment un iconoclaste, unique en son genre, un activiste qui a compris malgré lui que l'entrepreneuriat, c'est un des véhicules les plus efficaces pour changer le monde. Mais même en affaires, il n'a jamais perdu sa candeur absolue. Ça part d'une idée. C'est un cliché, mais pour fonder une entreprise, il n'y a rien de plus vrai. Il y a une étincelle, une vision qui se forme, une audace pour se bâtir et affronter beaucoup d'adversités. Dans ce balado, on va à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leur idée en réalité. On va explorer la genèse de leur idée, les défis qu'ils ont surmontés, les secrets de leur réussite. Parce que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure humaine. C'est quoi le profil type de l'entrepreneur? En tout cas, mon invité ne répondrait pas à la plupart des stéréotypes qu'on s'en fait. David Côté a d'abord cofondé les restaurants véganes Crudescence et ensuite Rise Kombucha avant de se lancer corps et âme dans Loop. D'abord seulement des jus, puis toute une entreprise d'économie circulaire pour récupérer un maximum du gaspillage alimentaire qu'on trouve sur la planète. Ce que certains considèrent comme des déchets, pour lui, c'est de l'or. Avec un succès assez retentissant, Loop est partout au Canada, aux États-Unis aussi, compte plus de 65 employés, mais surtout a récupéré au moins 15 000 tonnes de fruits et légumes qui étaient destinés au dépotoir. Pas surprenant que David Côté se présente comme super-héros sur ses réseaux sociaux. Allô, David? Salut Jean-Philippe. C'était qui ton super-héros préféré quand tu étais petit? C'était de loin les Ninja Tortues, les Ninja Turtles. Lequel? Donatello était mon préféré, mais je les aimais toutes. Là, pourquoi? À cause de ses armes? C'était le plus sage, Donatello. Ouais. C'était lui qui ramenait les gens au droit chemin. Et tu te considères comme ça, sage? Pas du tout. C'est pour ça que c'était mon héros. Un anti-héros, presque. Ben, j'ai toujours aspiré un peu à être une personne sage, puis qu'on me voit comme ça, mais c'est pas encore comme ça. Mais dans mes équipes, je suis pas vu comme la personne de sagesse. Tu as grandi à Québec, si je me trompe pas. Exact. Dans quel genre de famille tu grandis? 3 grands frères, une mère à la maison, j'étais extrêmement chanceux pour ça. Mon père médecin, mais qui était quand même souvent à la maison aussi, fait que j'ai eu des parents vraiment présents. Pour vrai, j'ai eu une enfance pas mal parfaite, là, je te dirais, tu sais. Puis un père médecin, est-ce que ça te met de la pression sur la suite? Ou Ben, oui puis non, dans le sens... J'ai toujours été quelqu'un qui confronte l'autorité. Juste pour le fun de confronter l'autorité d'une certaine façon. Là, j'ai toujours un gros problème avec ça. Même au primaire, les profs appelaient mes parents dès que j'étais en primaire. Deuxième année, mes parents recevaient des appels des professeurs pour dire que j'étais trop turbulent. Tu mettais le trouble. Je mettais le trouble tout le temps. Fait que quand c'était le temps d'aller étudier en sciences humaines ou en sciences pures, puis je savais que mon père aimerait que j'aille en sciences, j'étais allé en cinéma. Puis je tripais sur le cinéma, mais honnêtement, il y a une partie de moi encore à ce jour que je me dis, j'ai l'impression que je l'ai un peu faite aussi pour défier l'autorité. Dès ton jeune âge, quand même, avant, tu t'intéresses quand même à l'entrepreneuriat un peu. Là. Tu ramasses des roches que tu vends à du monde. Il fait ses recherches, hein, JP? Oui, ma première business, je cassais des gros cailloux avec un marteau où je les tirais sur une autre roche. Puis quand le caillou s'ouvrait, il brillait à l'intérieur. Je mettais un petit peu de cire d'abeille là-dessus. Puis là, je mettais ça sur une petite table sur le bord de la rue, puis je vendais mes roches 2-3 piastres. Puis les voisins étaient assez nice pour me les acheter, mes roches. Ah ouais? Ouais. C'est mieux que la limonade, en tout cas. Ben, c'était moins compliqué. Ouais. Il n'y avait pas de durée de vie, j'avais pas besoin de tout passer le produit. Je pouvais revendre mes roches dans 3 semaines plus tard, tu sais. Tu tonds des gazons aussi, jeune. Qu'est-ce qui te poussait à vouloir gagner ta vie déjà tôt, comme ça? Des bonbons. Juste ça? Ben oui, les bonbons. Hey, j'en voulais plus. 2 piastres, c'était pas assez, là. C'était déjà cher, les bonbons, dans ce temps-là. Tu sais, il y avait des cigarettes en chocolat, là, je sais pas si tu connais ça, mais ça, avec 2 piastres, c'était fini, là. Puis si t'en parles à tes amis, il n'y en a plus, là. Ouais. Donc, j'en voulais plus. 2 piastres, c'était pas assez. Tu fréquentes l'école secondaire de Rochebelle, tu vas au programme international quand même. Ouais. Et après, tu t'inscris au cégep en cinéma. Pourquoi? Ça va pas durer longtemps là-bas, là.
Ben, cégep, ça a été merveilleux pour moi. J'ai découvert la vie au cégep. Genre, j'ai trippé raide. Puis, j'étais responsable du café étudiant. C'est le café Oxymel, ça s'appelait, je pense. J'étais responsable de la radio étudiante à Garneau. Responsable du comité de mobilisation aussi, qui est un comité qui était créé pour faire des grèves et des manifestations. Qui avait du budget du cégep quand même. C'est incroyable, non? Ouais. Je gérais un budget pour faire les manifestations. C'était extraordinaire. Fait que j'étais pas souvent dans mes cours, honnêtement. Mais j'avais des bonnes notes. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai toujours quand même été un étudiant qui avait des bonnes notes, malgré tout, parce que je trouvais une façon de m'en sortir. Puis j'écrivais bien, j'étais bon en français, j'écrivais des belles phrases. Puis j'étais quelqu'un de dernière minute, j'étais quelqu'un qui pouvait vraiment performer la nuit avant de donner un gros projet. Là. C'est la pression qui est un moteur. Ouais, la pression m'a tout... Moi... Mes parents capotaient parce que j'avais, mettons, un truc de 15 pages à écrire, puis j'attendais à 10 heures du soir pour commencer, l'heure que je serais supposé me coucher, tu sais. Puis là, j'avais assez de pression pour le faire. Puis là, le soleil se levait, j'imprimais mon projet, puis j'avais une bonne note. Est-ce que tu rêvais de faire de la réalisation à cette époque-là? Oui, oui. Mon côté activiste est né au cégep, puis je voulais faire des films puis des documentaires pour éveiller les consciences, pour encourager les gens à sortir du capitalisme. Puis tu sais, j'avais mon livre de Marx dans ma poche arrière que j'avais jamais lu, mais que je trouvais ça cool de porter ça, parce que ça a l'air que c'est ça qu'il fallait porter. Fait que j'étais un activiste environnementaliste qui connaissait pas grand-chose, mais qui voulait se rebeller. Pour moi, l'activiste faisait du sens parce que je voulais me rebeller. Fait que d'être activiste, c'était tout à fait logique. Mais tu te cherchais aussi, à 17 ans, tu pars faire le tour du monde. Ouais. En fait, au départ, c'est supposé être une année sabbatique, 1 an. Ça va durer, 7 ans? Oui, je convainc ma copine de venir avec moi. Fait que ses parents m'aimaient plus ou moins, là, parce qu'elle a décroché du cégep. Puis elle est partie avec moi. On a acheté une petite vanne. J'ai mis mon grand frère m'a aidé à faire un lit escamotable dans ma vanne. J'ai mis des rideaux, puis on part au BC. Puis ce voyage-là était mon premier voyage, en fait. Puis à travers ça, on apprend l'entrepreneuriat. T'as pas le choix. Faut que tu fasses de l'argent. On commence à acquérir des cerises, ça marche pas. On commence à faire des lavotos. Ça marche quand même pas pire. Après ça, on devient des serveurs dans un restaurant. Boss boy au début parce que je parle pas anglais. Puis éventuellement, j'apprends anglais, je deviens serveur. Plante des arbres. Vis dans la forêt. Et je vivais avec mon sleeping bag dans la rainforest à Tofino. Puis la nuit, il faisait froid quand même, puis c'était humide. Fait que là, je chauffais des roches dans un feu que je mettais dans une serviette, que je mettais dans mon sleeping bag pour pas être humide. Puis le lendemain, je mettais ma petite cravate puis ma chemise blanche pour aller travailler dans un resto 5 étoiles puis être serveur. C'est quand même drôle, non? Tu as même traversé les États-Unis, de la frontière mexicaine jusqu'à la canadienne. Ouais. En mangeant du cru. Oui, j'ai traversé la Pacific Crest Trail. Ça part de la frontière du Mexique dans le Mojave Desert, puis ça monte jusqu'au Manning State Park au Canada. C'est à peu près 6000 km, là, en tout et pour tout. Là. Puis j'ai marché ça en mangeant cru. Parce que, tu sais, j'étais un grand randonneur, puis quand tu randonnes, tu manges des Snickers, tu manges du craft dinner, tu manges des Smarties, des Rollos, tu manges des calories mortes, puis t'as faim, puis peu importe ce que tu manges, tu le carbures, tu sais. Mais j'étais tanné de ça, puis je me dis... Puis j'étais un activiste, je voulais changer le monde. Puis je me dis, ça fait pas de sens de manger des bars Mars quand je marche, alors que j'étais entouré de beauté puis de nature. Puis à Hawaï, j'avais découvert l'alimentation vivante, j'avais trippé raide. Fait que là, je me suis dit, OK, comment que je fais pour marcher en mangeant comme ça? Puis j'avais pas de brûleur, pas de réchaud, pas de riz, pas de Lipton. J'avais des pousses, des lentilles, des livres sur les plantes, des algues, du beurre de noix. Je mangeais ça. J'étais un énergumène, là, vraiment, là. J'étais tout qu'un spécimen. Puis le monde me croisait en randonnée, puis je suis parti pendant... C'était supposé durer 6 mois, puis je l'ai fait en 4 mois et demi. Puis ça allait bien, je marchais plus vite que prévu, en fait. Fait qu'au lieu de faire des 25, 26, 27 km par jour, je faisais des 35, 36, 37 km par jour. Fait que je marchais en ciboulettes. Et tu vas passer ta dernière année à Hawaï, dernière année de voyage. Ouais. Et au début, tu penses même t'installer là. Ouais, Hawaï, pour moi, c'était réglé. Moi, j'allais vivre à Hawaï le restant de mes jours. Faire du surf, puis... Moi, là, j'allais vivre à Hawaï, travailler sur une ferme. Je travaillais sur une ferme qui avait une des plus hautes biodiversités au monde, qui est la ferme de Moloa'a sur Kauai. Ned et Martha avaient vendu une ferme de monoculture de maïs pour s'établir là, puis faire le plus de biodiversité possible. Puis ils ont réussi. À ce jour, c'est encore la ferme qui... Ils poussent de tout. C'est pas compliqué, là. Pense à quelque chose qui se mange, ils le poussent là-bas, littéralement. Puis j'apprenais énormément avec eux. Puis c'est là que j'ai découvert l'alimentation vivante. En fait, c'était juste avant de faire ma randonnée, ça, en fait, à Hawaï. Pourquoi déménager d'Hawaï? Pour vrai, là. Tu sais, t'as tout. Tout pousse, c'est tropical, t'es tout le temps en shorts. S'il fait pas beau, tu marches 5 km puis il fait beau, est-ce que tu t'en vas? Il y a des arcs-en-ciel à tous les jours. C'est exceptionnel là, comme endroit, là, tu sais.
Puis dans ma tête, j'allais habiter là tout le restant de mes jours. Pourquoi t'es parti? Parce que c'était pas assez. Tu sais, justement, le côté, pas nécessairement entrepreneur, mais le côté qui voulait inspirer le monde. Je pense que ce qui m'a toujours gardé à avancer dans la vie, c'était le désir d'inspirer les gens. J'ai toujours voulu ça. Tu sais. J'ai toujours voulu faire des choses pour un peu stimuler chez l'autre l'envie de se dépasser aussi. Tu sais, ces randonnées-là, de se dépasser, je le faisais pour moi, mais je le faisais aussi pour dire « Hey, on peut faire ça. » Tu sais. Puis ce désir-là m'a toujours vraiment fait carburer. Puis là, j'étais à Hawaï. Je venais de faire une randonnée énorme sur l'alimentation vivante qui avait changé ma vie. Puis je me suis dit, j'ai envie de partager ça aussi. J'ai envie de proposer aux gens de manger comme ça pour leur dire à quel point c'est génial. Je tripais. J'étais comme, je veux que le monde trippe comme ça, tu sais. Fait que je suis venu à Montréal, je me suis installé à Montréal. Puis j'avais pas d'argent. J'étais dans le rouge, en fait, là, pour tout dire. Puis j'étais allé voir une banquière. Puis j'ai demandé 300 000 $. À CIBC, à la CIBC sur la rue Bernard. T'arrivais là, quoi, avec tes rastas, avec ton... dreadlocks, pantalon troué, puis un vrai hippie, là, tu sais. Bien sûr, elle t'a dit oui, sûrement. Non, elle m'a pas dit oui. Liette, elle m'a dit non. Liette, elle m'a dit aucune chance que je te prête 300 000 $. Elle m'a dit, la première chose qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu fasses tes impôts des 8 dernières années. Ouais. Parce que ça, j'étais pas mal en retard. Puis j'étais pas vraiment un citoyen canadien, là. J'avais plus de carte d'assurance maladie. J'étais plus là. Dans ma tête, j'allais vivre à Hawaï, tu sais. Fait qu'elle m'a dit ça. Mais elle m'a aiguillé, elle m'a dit, écoute, il y a une mesure qui s'appelle la mesure STA. Je suis allé la journée même. J'ai marché la journée même jusqu'au centre-ville, sur René-Lévesque. Je suis monté je pense que c'était au 3e étage. Puis j'ai demandé de m'inscrire à la mesure STA, qui était le soutien au travail autonome. C'est une mesure qui aide les jeunes entrepreneurs à écrire un plan d'affaires. Puis si le plan d'affaires est bon, ben on est payé salaire minimum pendant 1 an pour démarrer le projet, en fait. Génial comme projet. Fait que j'ai fait ça, puis j'ai écrit un plan d'affaires. Puis mon plan d'affaires était pas payé. Mais je suis dernière minute, hein, moi. Fait que j'ai fait une étude de marché, parce que pour gagner la bourse, il fallait avoir une étude de marché dans le plan d'affaires. Puis il fallait soit engager une agence externe ou soit le faire nous-mêmes, faire au minimum 300 sondages. Fait que j'ai fait 300 sondages, mais vu, comme je t'ai dit, moi, je suis dernière minute. Fait que à 10 h du soir, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que ça soit fait pour le lendemain. Mais à 10 h du soir, ton sondage est un peu biaisé si tu vas dans la rue du plateau Mont-Royal. C'est pas la même clientèle qui est là. Fait que j'ai rempli 300 sondages moi-même. Fait que j'ai rempli mes 300 sondages à la main avec une écriture différente. J'essayais. Puis mon sondage montrait que 80% des Montréalais étaient prêts à manger cru. Fait que grâce à ce sondage-là, une très belle étude de marché et un beau plan d'affaires, j'ai aussi gagné une bourse de 10 000 $. Pas mal quand même. Pire, hein? Puis heureusement, le temps de prescription est terminé. Donc maintenant, tu peux raconter le subterfuge. Ouais, j'adore raconter cette histoire. Puis avec les 10 $, j'ai acheté un blender, un Vitamix, j'ai acheté un déshydrateur, un robot culinaire. Je me suis installé dans mon appartement bien comme il faut. Puis j'ai commencé mon service traiteur ambulant avec une glacière, un vélo que j'avais strappé sur mon bicycle. Puis je suis parti à faire un peu de la vente colporteur un peu dans les commerces de Montréal. C'est le début de l'idée de crudescence. Exactement. Les repas à vélo. Tu cuisines les plats, tu les livres. C'est pas très MAPAC, on pourrait dire. C'est complètement illégal. C'est complètement illégal. Mais illégal, il y a quand même un flou. Il y a quand même un flou. C'est quelque chose que tu peux, d'une certaine façon, faire, mais c'est pas clair. Mais je le faisais, le monde tripait. Pour vrai, je faisais de la bonne nourriture. Je pense que mon food cost était pas mal trop élevé. D'après moi, je n'étais pas rentable. Je pense que je vendais les lunchs le prix qui me coûtait. T'sais. Fait que si je mettais mon temps en plus là-dedans, ça marchait pas du tout. Là, puis pendant ce temps-là que je commençais à faire ça, j'ai Mathieu Galland qui revient de voyage, qui ramène une maman kombucha d'Hawaï. Qui est ton coloc. Qui est plus un couchsurfer. Okay. Là, il est là juste entre 2 voyages. Il est là pour 2-3 semaines. Puis il me dit, écoute, je vais venir chez vous 2-3 semaines. J'ai dit, parfait, prends mon divan entre 2 voyages. Lui non plus, il n'a pas fait ses impôts depuis encore plus longtemps que moi. Tu disais, toi, tu es un énergumène. Lui, il est encore plus grand. Oui. Lui, il est quelque chose. Là. C'est un yogi, lui. Là. Puis Matt, on s'est liés d'amitié à Hawaï. On s'est rencontrés là-bas. Puis il fait du kombucha. Et personne ne sait c'est quoi. Absolument personne ne sait c'est quoi. Puis moi-même, je trouve ça dégueulasse, son affaire. Là. C'est une espèce de méduse qui flotte dans un bocal. Ça a des espèces de coulisses de feuilles de thé là-dedans. C'est pas ragoûtant du tout, là, tu sais. Mais il me fait goûter, puis il dit, check, oublie ce que ça a l'air, là, puis goûte. Fais-moi confiance. Je goûte à ça, puis c'est quand même vraiment bon, cette affaire-là. Puis je me dis, moi, je fais de l'alimentation vivante crue, je parle de santé. Ça, c'est un breuvage pétillant, alternative aux boissons gazeuses, qui a des probiotiques dedans. Ça fait vraiment du sens dans mon parcours. Ça, c'est comme un peu le breuvage qui manquait pour mon projet. Je commence à embouteiller ça en pot maçon avec Mathieu chez nous dans l'appart.
Puis je teste sur mes clients. Je teste sur mes clients des salons de coiffure, puis les commerces de la rue Laurier, Saint-Laurent. Puis j'ai des commerces quand même du monde. Le monde qui m'achète mes lunchs sont quand même chers. On était en 2007. Puis en 2007, un repas entre 15 et 18 $, c'était cher en ciboulette pour le lunch. Puis nous, c'est ça parce que c'est bio, c'est des amandes crues que j'ai épluchées à la main, que j'ai trempées 12 heures, que j'ai fait. C'est de la job ce qu'on fait. Là, puis mes clients, ils aiment ça. Mes clients, ils n'en reviennent pas, en fait. Puis je commence à vendre plus de kombucha que de mes lunchs. Puis la marge là-dessus est bonne. Ouais. Parce que c'est du thé sucré avec des levures qui ne coûtent rien parce que c'est une maman qui arrive de Hawaï. Fait que ça se multiplie vraiment vite. Donc, on en fait en bocal. Après ça, on vend ça en chaudière. Après ça, j'amène un baril chez nous de 200 litres, quand même pas pire. Puis on brasse ça. Puis on commence à vendre ça en pot maçon. Mathieu est un très bon cuisinier. Il m'aide dans la cuisine à fond. Hyper créatif en cuisine. Lui, il repart pas en voyage. Il repart pas en voyage, il reste avec moi. Puis il se rend compte qu'on a quelque chose. On trippe. Puis on se loue un local, c'est dans le Myland, dans les fameux buildings sur Casgrain et de Gaspé, qui sont devenus maintenant le hub des hipsters puis de tous les commerces. Mais quand on va là, Mathieu puis moi, on prend le plus beau local de tous les buildings, au 8e étage, qui a une terrasse en plus. Puis il y a nous et des sweatshops de guenilles puis des studios de porn. C'est juste ça qui est dans tous ces buildings-là. Le Myland n'est pas qu'est-ce que le Myland est aujourd'hui du tout, là. Puis, fait que nos premiers clients dans le building, c'est des actrices de pornographie qui viennent en robe de chambre puis qui goûtent nos lunchs puis qui boivent notre kombucha, tu sais. Plus mes salons de coiffure puis mes commerces de Montréal. Puis je vais toujours me souvenir, j'étais allé dans un commerce puis le propriétaire a dit « Tu donnes-tu des cours de cuisine? » Puis j'ai dit absolument que je donne des cours de cuisine, certainement, alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis la semaine d'après, Mathieu et moi, on donnait un cours de cuisine à toute son équipe. Puis on tripait. On se rendait compte qu'on adorait vulgariser notre science, qu'on aimait parler de notre nourriture, qu'on a vraiment trippé. Puis le monde a trippé aussi, tu sais. Puis ça paye encore plus cher de vendre du service. C'est encore mieux que le kombucha, finalement. Parce que là, tu vends des paroles. Il n'y a même pas de thé puis de sucre. C'est juste des idées puis des concepts, en fait, puis des recettes. Fait qu'on part ça. On s'est loué l'offre dans ce fameux building-là. On commence à donner des cours de cuisine. On passe à Daniel Pinard. Puis là, on explose. Puis comment Pinard entend parler de vous? Comment vous ramassez à son émission? C'est au salon de coiffure, dans le cours de cuisine, il y avait une recherchiste qui travaillait au salon de coiffure, mais qui en plus était recherchiste pour Radio-Can. Puis Daniel Pinard, c'était une sommité, là, le monde l'écoutait. Puis c'était du cœur au ventre. C'est son dernier show qu'il a fait avant de prendre sa retraite. Puis il est venu 45 minutes. Ben, c'était un show d'une heure, là, mais bon, 45 minutes total de Daniel Pinard qui mange des recettes avec Mathieu puis moi. Mathieu, à ce moment-là, il n'y avait plus de rasta, mais il y avait 2 rastas seulement. Il y avait des boudins des 2 côtés de la tête. On a l'air de 2 moines bizarres, là. Ça n'a pas de bon sens, notre affaire. Puis Daniel Pinard était considéré comme quelqu'un de vraiment blood, là. Il disait ce qu'il pensait, là. Si c'est pas bon, il le dit, tu sais. Puis il a capoté. Genre, il a trippé raide sur notre bouffe. Fait que ça l'a explosé, là. Puis nous, on s'attendait pas à ça du tout, là. C'est la première fois qu'on passe à la télé. Puis là, nous, on avait ouvert un petit resto, mais c'était pas un resto, c'était un comptoir de service traiteur sur la rue Rachel, juste à côté de la montagne, un mini local. Puis toutes ces décisions-là, hein, le loft, le local, on prenait ça vraiment sur des coups de tête. On n'avait aucune prévision financière, on n'avait aucune idée si on était rentable ou pas. Puis on vidait notre compte en banque. Notre compte en banque était toujours à zéro, là, parce qu'on redépensait, on rachetait, on tripait raide. C'était facile, c'était simple, c'était magique d'une certaine façon. T'sais. Puis là, il fait ce show-là, ça passe un vendredi soir à 19h, puis le lendemain, on a un line-up jusque sur la rue Saint-Urbain de monde qui va venir manger notre bouffe. Mais ce que le monde ne savent pas dans le line-up, c'est qu'après 5 clients, il n'y a plus de bouffe. Nous, on n'avait pas prévu. Là. Nous, on avait 5 clients par jour d'habitude. Là. Sauf qu'on a booké tout ce monde-là pour nos cours de cuisine. Je pense qu'on a booké pour 20 à 24 mois de cours de cuisine à tous les samedis. Puis les cours de cuisine, ça paye. Là, t'sais. Fait qu'on était gros dur. On était vraiment contents. Comment les premiers restaurants apparaissent, Crudescence? Ben, ce comptoir-là, on l'a agrandi. Puis c'est devenu le premier resto sur Rachel. C'est devenu un restaurant, 1 an plus tard à peu près. Après ça, je loue un loft pour agrandir ma cuisine centrale. Mais là, c'est 2008. Tu sais, il y a une crise financière en 2008. Là. Tout, ouais. Puis là, nos prêteurs veulent plus nous prêter. Puis là, j'ai loué un loft. Moi, j'ai signé un bail sans l'argent. Fait que là, j'ai un bail de 5 000 $, de 6 000 pieds carrés sur de Gaspé, dans les buildings. Fait que là, je sais pas comment financer ça parce que là, il faut que je paye 5 000 par mois. Fait que je commence à faire des événements puis des parties de nuit, des underground. J'invite des DJ. Puis là, c'est là que j'ai appris la scène un peu de l'événementiel. Parce que là, je rencontre des DJ, des artistes. Puis là, on fait des parties pour notre communauté, finalement. Fait que c'est de même que le kombucha est devenu Rise Kombucha à terme. Puis on a vraiment créé une communauté puis un mouvement à Montréal qui n'existait pas. Du mieux manger, une scène grano, mais de l'engagement grano, tu sais. Et Rise devient aussi
un projet en tant que tel. Ouais. Le kombucha, c'est deux choses séparées, mais en même temps, elles sont liées. Parce qu'au début, c'est kombucha crudescence. Ouais, exactement. Et vous changez pour Rise On par a la fait suite. une fleur de vie, là. On a une étiquette vraiment grano hippie. Puis on rencontre du monde, on rencontre des consultants. Pendant ce temps-là, moi, on va chercher de l'argent, des consultants qui veulent mettre un peu d'argent dans notre business. Mais tout le monde, on connaît rien. Hein? On connaît toujours rien. Fait qu'on donne de l'équité à du monde qu'on connaît presque pas, juste parce qu'on sent qu'ils ont un bon CV. Moi, j'ai donné des actions comme du popcorn. Là. J'ai fait toutes les erreurs qu'un entrepreneur peut faire, je les ai faites. Là. Puis des erreurs niaiseuses que les entrepreneurs feraient même pas, moi, je les ai faites. Parce que je suis naïf, j'ai du fun, je crois en la vie. Puis je suis pas là pour faire de l'argent, en toute honnêteté. Puis je dis pas ça pour être cheesy, c'est vraiment pas une joke. Je m'en fous raide du cash à ce moment-là. Je veux inspirer le monde. Et moi, j'ai du plaisir à faire ça. Fait que je donne des actions, viens-t'en dans ma business, on croit en toi, OK, viens nous aider ici. Puis ça grossit comme ça. Puis un des consultants nous dit, vous devriez séparer les entreprises parce que là, le kombucha, c'est un breuvage que tu vends en tablette, puis le crudescence, c'est une chaîne de resto. Fait qu'on sépare ça. On fait 2 entités. En 2012 qu'on fait ça. Puis on le rebrand pour Rise Kombucha. Puis c'est là que ça explose raide. Il n'y a pas de kombucha au Canada. On est le seul. Moi, je m'étais inspiré d'un kombucha aux États-Unis. Juste changer le branding sur une étiquette, là. C'est incroyable ce que ça peut faire. C'est fou. Une image, un nom, c'est 85% de ton produit. Après, il faut qu'il goûte bon, évidemment. Parce qu'il faut que le monde qui goûte un coup qu'ils l'ont pris sa tablette parce que l'étiquette était belle, qu'il retourne après. Mais 85% de la raison que quelqu'un va prendre ton produit de sa tablette, là, c'est parce qu'il est beau. Puis que le logo, il fait du sens. Puis qu'il connecte avec le monde. Mais il faut aussi que l'homme d'affaires pense à transformer quelque chose qui est bien artisanal en quelque chose qui peut produire en masse. Ouais. Avec des équipements... Mais encore, on était tellement artisanal encore. Hey, on faisait 24 000 bouteilles par jour, 7 jours sur 7, avec des employés sur une ligne à la main. Personne n'a fait ça dans la vie, je pense. Genre pas de bon sens. N'importe qui s'équipe bien avant ça, là. L'entreprise aujourd'hui serait beaucoup plus grosse si on était allé plus vite, en fait. On serait aux États-Unis partout aujourd'hui. Mais on n'a pas fait ça parce que on tripait. Puis c'était pas de vision. Puis le monde nous disait, vous devriez vous équiper. Puis nous, on était comme, mais là, on engage 40 personnes qui trippent. On a une belle communauté. C'était tous nos amis. On embouteille du kombucha comme, laissez-nous tranquilles, tu sais. Vous allez finir par agrandir quand même vos installations. Oui, absolument. À un moment donné, on a dit, OK, il faut là. le faire. Là, puis à un moment donné, le David social qui trippe, et à un moment donné, catché qu'il fallait qu'il commence à checker ses marges. Puis au moment que j'ai comme catché ça, puis il fallait que je me consolide, que je check mes marges, que j'améliore tous les processus, c'est là que le plaisir a commencé à me quitter un peu. Parce que là, je pouvais plus écrire des livres, je pouvais plus ouvrir un nouveau resto, développer des nouveaux projets, des nouvelles recettes. Il fallait que je me concentre sur la business. Parce que t'as pas le choix. Parce que t'as des prêts, t'as des investisseurs qui demandent des rendements, des comptes à rendre, en fait, tu sais. Fait que là, c'est là que j'ai moins de plaisir. Pourquoi? Parce que je suis pas quelqu'un... Je suis encore comme ça aujourd'hui. Tu sais, j'ai beau être un entrepreneur puis savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une business rentable qui marche bien. C'est pas ça qui me drive encore à ce jour. Tu sais. C'est un mal nécessaire, il faut. Mais encore à ce jour, même si ça fait 18 ans que je fais de la business, ce qui me fait triper dans le business, c'est les rencontres. C'est ça, c'est de parler avec le monde, c'est d'inspirer le monde. C'est encore ça, tu sais. Fait que le mal nécessaire de gérer les marges puis les opérations, c'est pas ma tasse de thé. Mais je l'apprends malgré moi, puis j'y trouve un plaisir, mais c'est pas ce que je veux faire. Parce que t'es pas gestionnaire dans l'âme. C'est intéressant parce que tu gardes toujours ce désir-là de développer d'autres choses. En 2015, d'abord, tu rencontres ta blonde, Julie Poitras-Saunier, dans une grande roue. Ouais. C'est vrai, ça? C'est pas romancé du tout. C'est vraiment une vraie histoire. On est à C2 Montréal, il y a une grande roue. Il y a des brain dates qui appellent. Puis moi, j'avais croisé Julie, je savais c'était qui, tu sais. Je savais c'était qui. Puis moi, je suis un éternel célibataire dans ce temps-là. Fait que j'ai le droit, là, tu sais. J'ai le droit de rencontrer une belle personne puis l'inviter à aller dans la grande roue. C'était plus ça que vouloir faire une brain date, là. Puis finalement, on a une vraie brain date. Finalement, je trippe sur son cerveau, sa façon de parler, sa façon de réfléchir le monde. Puis Julie, elle est le contraire de moi. Elle est complètement l'opposé. Elle a fait le chemin, elle n'a pas voyagé, elle est organisée, elle a fait son cégep, son université, sa maîtrise. Quand tu fais le chemin de Julie, tu es le contraire de moi. Tu peux pas louer un local sans savoir si tu vas le rentabiliser. Tu peux pas faire ça. Ça fait aucun sens pour quelqu'un de même. C'est quelqu'un de rationnel qui a peur de se lancer en affaires, puis qui a toujours rêvé de se lancer en affaires, mais qui... Tu sais, quand tu es allé à l'école, puis tu as étudié même, puis tu as côtoyé du monde qui étudie en business,
t'as peur de te lancer en business. Parce qu'on te montre tous les risques. On te pointe du doigt tous les trous dans lesquels tu peux tomber. Puis c'est vraiment épeurant. Puis c'est vrai. Il y a vraiment beaucoup de trous, là. Puis c'est dur. Puis tu vas te sentir isolé. Puis tu vas rusher. Puis tu vas te sentir maniaco-dépressif. Absolument. Bipolaire. Tu vas tout vivre ça. Moi, j'avais aucune idée que je me lançais là-dedans. J'étais complètement naïf. Ça faisait 8 ans que je vivais au gré du vent, tu sais. Fait que quand t'es Julie, puis t'as fait ta maîtrise, no way que tu te lances en business. Il te faut des investisseurs, il te faut un plan d'affaires vraiment, vraiment rigoureux, il te faut des partenaires. Puis en plus, tu as le syndrome de l'imposteur parce que tu dis, j'ai pas étudié là-dedans, moi j'ai étudié en sciences de l'environnement. Fait que, puis c'est la réalité, puis je dis ça en ce moment parce que c'est la réalité de plein de monde qui nous écoute en ce moment. Il y a du monde qui dit, je peux pas me lancer en business parce que j'ai pas étudié là-dedans. Tu devrais pas étudier là-dedans, en toute honnêteté. Parce que ça ne crée pas des entrepreneurs d'étudier l'entrepreneuriat. Au contraire, en fait. Ça crée des gestionnaires, oui. Mais un gestionnaire, c'est pas un entrepreneur. C'est un gestionnaire. Quand tu es un gestionnaire, ben, tu calcules tes risques, puis tu gères des ressources humaines, tu regardes tes finances, puis voilà. Mais quand tu es un entrepreneur, tu défonces des portes. Tu fais des choses que personne n'a osé faire avant, que le gestionnaire ne ferait pas. J'ai des gestionnaires autour de moi dans mon équipe. Maintenant, je me suis entouré de gestionnaires parce que j'ai bien compris que moi, j'en étais pas un, puis il fallait que je m'entoure. Puis quand j'amène une nouvelle idée à table, là, la réponse est non. Tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils voient le risque, tu sais. Mais après, moi, je trippe, je pétille, j'ai les yeux qui brillent là-dessus. Comme je te dis, check, fais-le, calcule-le ton risque. On va le mettre dans la machine à saucisses de prévisionnel financier, puis on va voir si ça marche. C'est peut-être pas rentable aujourd'hui, mais c'est peut-être que ça va l'être dans 3 ans. Tu sais. C'est de même que t'inspires. Puis tous les gestionnaires veulent faire ça. Tout le monde rêve d'être entrepreneur, puis de briller, puis de se lancer. Fait que c'est un peu magnétique, c'est un peu contagieux, tu sais. Dans le fond, toi, tu vas lui apporter le courage. C'est ça que j'y amène. Elle me voit, puis elle se dit... Et elle t'apporte un cadre. Non, et elle me voit, puis elle se dit, si lui a réussi, là, comme moi aussi, je suis capable, là, comme let's go, là, tu sais. Puis on tombe en amour, carrément. Elle me dit, j'ai toujours rêvé de partir une entreprise que le plus qu'on vende quelque chose, le mieux c'est. Puis Julie était en développement durable dans les grandes entreprises agroalimentaires, puis elle était vraiment tannée. Parce que le développement durable rimait avec marketing. Elle était toujours dans le département de marketing. Pas en finance, pas en opération, pas en rien, non, en marketing. Pourquoi? Parce que le développement durable est vu depuis toujours par les grandes entreprises et les petites comme des bonnes actions que tu fais, puis que si tu es assez bon pour bien les communiquer, tu vas pouvoir le mettre sur ton carrousel, sur ton site web, puis te dire que tu compenses un peu légèrement toutes les GES. C'est du greenwashing. C'est un petit peu. Puis c'est pas nécessairement du greenwashing, ça vient pas d'une mauvaise intention, ça vient du désir que tout le monde qui a une entreprise veut vendre plus. C'est normal. Tu as de la croissance à faire, puis la mode aujourd'hui s'en va vers là. Les trends disent le consommateur a besoin de ça pour s'attacher plus à ta marque. Fait que naturellement, toutes les grandes entreprises se disent, OK, ben là, il faut qu'on fasse de quoi de vert. Ça vient pas, c'est pas négatif. C'est une bonne chose, en fait, que la mode soit ça. C'est une bonne chose que les gens demandent ça maintenant parce que ça force les entreprises à le faire. Mais évidemment, quand toi, c'est ça que tu veux faire dans la vie, tu veux vraiment faire du changement, ça peut être frustrant parce que tu dis, OK, ben on compense, mais on n'est vraiment pas carbone négatif. Là. On est clairement, on génère plus d'émissions qu'on en sauve. Fait que, puis son poste est souvent coupé parce que quand il n'y a plus de budget, ben c'est le développement durable. Ouais. Écoute, ben, c'est bien beau, là, mais gars, ciao, man. OK? Fait que, elle est tannée. Puis elle me dit ça. Puis moi, la même semaine, je reçois un téléphone de Fred Monette qui me dit qu'il jette 16 tonnes de fruits et légumes par jour. Lui, c'est un distributeur de fruits et légumes. Un des plus gros. Ça. Il me dit, ouais, mais lui, je le connais pas. Puis il me dit ça au téléphone comme tout bonnement. Là. Moi, je le crois pas. Je suis comme, qui dans la vie jette 16 tonnes de fruits et légumes par jour, 365 jours par année? Fait que moi, il me dit ça tout bonnement au téléphone, puis moi, je connais un peu moins l'industrie des fruits et légumes. J'étais encore dans ma bulle de restauration, puis de kombucha. Puis, fait que j'ai dit, écoute, je vais checker ça, là, je te rappelle, là, je pense à ça. Puis je le rappelle pas, parce que je me dis, il est fou, ça se peut pas. C'est qui, lui, tu sais? Mais Fred me rappelle. Comme quoi, dans la vie, hein, faut pas que tu prennes un non pour une première réponse, faut que tu continues. Puis il me dit, David, je pense que tu comprends pas, là. Je pense qu'il faut que tu viennes nous visiter à Anjou. Fait que je m'en vais le visiter. Puis cette journée-là, il prend un gars qui est sur un lift, puis il demande de descendre toutes les palettes sur son racking de produits rejetés, puis il me montre qu'est-ce qu'il jette cette journée-là. Puis je freak out. Genre, je capote. J'y crois pas. Ça n'a pas de bon sens. C'est impossible. Puis j'y fais répéter 15 fois, je pense. Je suis comme, tu vas-tu vraiment acheter ça? Puis il jette pourquoi? Parce que c'est trop mûr? Parce que c'est pas assez beau pour l'épicerie? Ben, il les jette pour plein de raisons, mais lui, dans son entrepôt, il les jette parce qu'il les a pas vendus dans le temps. Puis lui, ses clients, c'est des gros clients. C'est des métros.
c'est des sorbets, c'est tout ça, ses clients. Fait que lui, quand la vanne de raisin, là, les petites branches commencent à sécher, là, nous, le consommateur, on le voit même pas, ça. On s'en rend même pas compte. Là. Pour nous, le raisin, il est bien beau. Mais lui, il sait que ça, c'est un signe avant-coureur que dans 4 jours, son raisin, il y en a qui vont commencer à moisir. Le rejet alimentaire est toujours un pourcentage de tes ventes, que tu sois en restauration, en manufacturing, en distribution, en retail, en épicerie, parce que tu as un commerce de détail, tu as un pourcentage accepté, standard de ton industrie qui dit voici combien tu devrais gaspiller dans ton industrie. Puis that's it. Puis c'est comme ça dans toutes les industries. Fred, c'est pas 7% comme en restauration, c'est 2%. Ils sont excellents à gérer la matière résiduelle. C'est dans les meilleurs. Ça fait 106 ans qu'ils font ça. C'est une vieille entreprise, Courchon de Rose. C'est son arrière-grand-père qui l'a parti. Il sait comment gérer des fruits et légumes. Il sait il va en vendre combien. Malgré ça, il n'a pas le choix. Il faut qu'il en commande toujours un petit peu plus. Puis ce petit surplus-là qu'il commande pour être sûr de pouvoir fournir tous ses clients, ben c'est 16 à 25 tonnes par jour. Ça te fait capoter de voir ça, puis tu décides qu'il faut que tu fasses quelque chose. Moi, j'ai un handshake avec Fred. On se donne la poignée de main, puis on se dit, on fait quelque chose. Tu as ma parole. Puis j'ai mis mon entreprise en vente le lendemain. Tu t'en vas voir tes associés chez Crudescence. On va voir mes associés chez Crudescence. Je leur dis, guys, on trouve un CEO pour me remplacer ou on vend. On a cherché quelqu'un pour me remplacer, on n'a pas trouvé. On vend. C'est assez impulsif, ça. Oui, ça, c'est David, ça. Fait qu'on vend l'entreprise. 3 mois plus tard, l'entreprise est vendue. Je suis bien content. Puis Julie a quitté sa job. Elle a vendu sa maison. On déménage ensemble. Je quitte mon poste de VP à Rise Kombucha aussi. Puis je leur dis, gars, je m'en vais partir à un nouveau projet. Puis tu liquides même une partie de tes actions. Je propose même à mes actionnaires de Rise de dire, hey, gang, on devrait se faire ce projet-là. On a l'usine, on le fait. Mes actionnaires sont comme, OK, Dave, là, c'est assez, là, tes projets, là. Ciao. Ça marchera pas ton affaire. On oublie ça. Fait que mes partenaires veulent pas. Fait que, puis je dis à Julie, écoute, on a le projet, on a l'idée. On fait ça. Fait que Julie commence. Le temps que je fasse ma vente, Julie travaille le branding, les subventions, le financement un petit peu. Puis on met 80 000 en business. C'est rien. On met 40 000 chaque. Courchon met 40 000. Nous, on met 40 000 à deux. Puis c'est parti. 2016. Ouais. Loop est né. Ouais, ça s'appelle Juloop. Juloop. On fait 4 jus. 4 jus avec bien du légume dedans. Parce que moi, j'étais un grano, là. J'avais la chaîne de restaurant Crudescence. Là. Je ne vais pas faire du jus d'orange. Je vais faire du jus avec bien des légumes dedans, qui était la tendance des jus pressés à froid. Les jus pressés à froid, quand on lance, ça se vend pas avant nous, là, c'est des jus qui se vendaient 10 $. C'est pas compliqué, peut-être que vous vous souvenez de ça, mais les jus pressés à froid, là, ça avait 3-4 jours de durée de vie aussi, là, puis c'était 10 $ sa tablette. Ouais. Fait que nous, on se dit, OK, on va faire un jus pressé à froid, mais qui est moins cher. On va le faire la moitié du prix, OK? Puis on va prendre les surplus de Courchon de la Rose, puis on va envoyer ça chez un sous-traitant qui va faire le jus, qui est un compétiteur, en fait, qui fait des jus aussi. Puis il va faire nos jus, il va embouteiller ça pour nous avec les recettes que j'y ai montées, puis on va vendre ça à la moitié du prix. Puis ça marche. Jusqu'à quel point vous étiez sûr que ça allait marcher? On n'avait aucune idée. Non, on n'était pas sûr. Non, c'est vraiment pas certain. On était les premiers à dire... puis moi, d'ailleurs, dans un brainstorm, j'ai proposé qu'on parle même pas de la mission. J'ai proposé qu'on parle pas de gaspillage alimentaire parce qu'on s'est dit, je me disais, le monde n'est pas prêt. Le monde va se dire, voyons, non, t'as des fruits rejetés, c'est dégueulasse. Ils prennent-tu des poubelles, ils font-tu du dumpster diving? J'avais peur que la communication soit vraiment dure à faire. Puis Julie, une chance qu'elle nous l'a dit. Là. Julie était comme, non, c'est la marketing d'entreprise, c'est ça qu'il faut qu'on mette de l'avant. Puis si on n'avait pas fait ça, puis si on avait fait l'erreur de ne pas en parler puis garder la mission à l'interne, je ne serais pas en train de vous parler en ce moment. Ça aurait fait faillite, ce projet-là. Tu recommences presque au début. Là. Vous habitez au marché Jean Talon, au-dessus du Starbucks. Vous prenez le Wi-Fi d'en bas. Je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui auraient pu rester. C'est pas comme si j'avais fait faillite ou non. Rise va très bien, c'est en essor, j'ai un bon salaire, j'ai 120 employés à Crudescence, j'ai 75 employés à Rise. Je suis bien, tu sais. Je travaille plus tant que ça, je suis relax, je fais la fête, je mange dans des bons restos. Puis là, je me dis non, je repars une business. Puis je déménage en appart avec Julie. Je rachète une petite van. Puis je recommence ma run de lait que je faisais 8 ans plus tôt. Là. Puis là, je revois tous mes clients qui m'achetaient du kombucha puis des sandwichs Crudescence. Puis je leur dis, hey, je pars un nouveau projet. On part ces jus-là. Puis c'est de même que ça grossit vite, par contre, parce que le monde me connaissait un peu. Ils savaient que j'étais de Rise. Fait que j'ai réussi à me créer un réseau de distribution rapide. Mais c'est moi qui livrais. Là. J'ai livré les jus Loop les 2 premières années, là, moi-même, là, carrément. Je suis retourné à faire ça. Pourquoi des jus plutôt que des compotes, des purées, t'sais? On a tout regardé. Puis on s'est dit, dans un jus pressé à froid, c'est là que tu mets le plus de matières premières. Parce que tu le mets en jus.
Fait qu'au lieu de faire une compote de pommes, ben là, tu presses, puis tu peux presser une grande variété de produits. Tu sais, une compote, tu peux pas mettre du céleri là-dedans. Là. On s'entend, c'est moins trippant. Il faut que tu Un contrôles popsicle aussi non ce que plus, tu là. as. C'est ça. Mais nous, on veut sauver de tout. On a du data sur tout. Fait qu'on se dit, OK, quand on prend un petit peu tout, puis qu'on en fait un produit qui sauve le plus d'aliments. Tu sais, fait qu'un jus, t'en sauves pas mal, parce que t'enlèves la pulpe. Fait que c'est parfait. Fait qu'on part le projet, puis on dit que la pulpe va être vendue à une autre compagnie qui fait des gâteries pour chiens. La loupe est réglée. C'est de là où vient le mot loupe. Ça s'appelle Jus Loupe. Le moteur, c'est donc réduire le gaspillage alimentaire parce que, puis ça, c'est l'activiste en toi, tu le répètes souvent, on jette le tiers de ce qu'on consomme. Fruits et légumes, c'est encore plus. 40, c'est pire que plus ça. 40%. C'est pire que ça. Toutes les dernières études montrent que c'est 58% des aliments qui sont rejetés. Ouais. C'est quand même grave, là. Puis c'est quoi le tiers des GES, des gaz à effet de serre? Un petit peu moins en GS. Julie a alimentaire. ressorti la recherche, puis si on prend tous les gaspillages alimentaires, c'est à peu près 12% de tous les GS qu'on génère. Mais si on le met en termes de pays, par contre, en termes de pays émetteurs, si le gaspillage était un pays émetteur de gaz à effet de serre, c'est le 3e plus gros après la Chine et les États-Unis. C'est quand même fou, non? C'est fou. Ouais. Puis moi, je savais pas ça. Je savais pas que gaspiller des fruits et légumes, puis de l'envoyer au site d'enfouissement, était mauvais pour l'environnement. Je savais que c'était dommage parce qu'il y avait eu du transport, etc. Non, mais tout le monde nous dit de faire du compost. Oui, mais c'est ça, je me disais, envoyer un quart de pomme dans le dépotoir, avant que je rencontre Julie, je me disais, c'est la meilleure chose que je peux envoyer au dépotoir. C'est un quart de pomme. Ça va se décomposer, c'est parfait, c'est pas du plastique, c'est pas des batteries, c'est un quart de pomme. Jusqu'à temps que j'apprenne que c'est le contraire, c'est la pire chose à envoyer au dépotoir. Parce que de la matière compostable va créer énormément de gaz à effet de serre quand c'est au dépotoir parce que c'est enfoui, que ça crée du méthane au lieu de se décomposer normalement, que ça fait énormément de gaz, en fait. Mais vous payez le stock que vous utilisez. Ben oui. Tu sais, un distributeur de fruits qui envoyait ça au dépotoir, Ouais. fruits et légumes, là, au moins, il peut empocher quelque chose pour ses pertes, mais pourquoi il les donne pas? La raison qu'on veut payer pour notre matière première, c'est qu'on veut éradiquer le gaspillage alimentaire. Puis si tu dis à une entreprise que c'est le fondateur à qui tu parles, puis que c'est une petite business, puis tu dis « Hey, donne-moi tes fruits et légumes rejetés », pas de trouble, il va te les donner. Mais quand tu parles à une grande entreprise qui a des vendeurs, qui ont des commissions, eux, leur donner des fruits et légumes, ça les fait chier, là. C'est comme check, là. Moi, j'ai des commissions, il faut que je travaille. Mon but, c'est de vendre, c'est pas des données. Puis, c'est aussi, il y a une valeur, cet aliment-là. Si j'y prends gratuitement aujourd'hui, je sais très bien que je mets à risque ma matière première de demain. Pourquoi? Parce que ça a de la valeur. Ces fraises-là sont vraiment belles. Ils valent quelque chose. Puis, tes voir gratuits, c'est de leur dire, ça vaut rien ton affaire. Je te rends service en les prenant. Non, j'y rends service en y achetant. Pourquoi? Parce qu'il apprend que lui, que ça a de la valeur. Puis là, il se dit comme, je vais checker mes déchets, finalement, il y a quelqu'un qui est prêt à me les acheter. Puis c'est ça qui se passe en ce moment. En ce moment, il se passe ça, toute l'industrie est en train de se dire, oh shit, le fameux 2, 3, 4% de notre état des résultats que notre CFO il nous montre une fois de temps en temps de repu et perte, bien finalement, il y a de l'argent là-dedans. Parce qu'il y a un check Loop, là, ça marche sur affaire. Nous, notre but à Loop, c'est pas d'éduquer le consommateur au gaspillage alimentaire. C'est pas le but. C'est d'éduquer l'industrie. Parce que c'est l'industrie qui a un impact, c'est pas le consommateur. De lui dire, il faut que tu regardes tes lignes déchets. financières, il faut que tu regardes c'est quoi les méthodes que tu utilises. Exactement. Comment tu prends tes déchets puis tu trouves une façon de les revendre à quelqu'un pour être plus rentable. C'est juste du good business practice, là. Mais aussi pour réduire les gaz à effet de serre, pour avoir un impact, pour arrêter d'être juste des zombies qui pensent juste à ses ventes, puis son marketing, puis que la petite ligne de rebut, c'est une petite ligne de rebut, puis tant pis. Non, c'est pas vrai qu'il doit y avoir un standard de l'industrie. C'est pas vrai qu'en bas d'un certain pourcentage, tu devrais te péter les bretelles. Du gaspillage, là, ça devrait pas exister. Bon, au début, c'était jus Loop, là, c'est Loop Mission parce que ça dépasse largement les jus. Tu fabriques Exact. de la bière avec des restes de pain. Ouais. Ça, il y en a des camions. 750 000 miches de pain se jettent à chaque jour au Canada. Je vais le répéter. énorme. OK? 750 000 miches de pain emballées dans un petit sac en plastique. C'est pour ça que ça va au dépotoir puis ça va pas en compost. Parce qu'il y a personne qui a le temps de commencer à enlever le petit sac de plastique puis La tâche, la tâche là, qu'on récupérait à l'école. Je sais plus pourquoi. Là, tu sais, Ouais. on récupérait ça à l'école. Ouais. Des fois. Ben, personne n'a les moyens financiers dans une entreprise agroalimentaire de dire je vais mettre de la main-d'œuvre pour séparer mes matières résiduelles de mes emballages parce que je veux pas les envoyer à dompe. L'intention est bonne, on est là, tout le monde veut faire ça, mais les marges sont tellement petites. T'sais. Si Courchaine, au lieu d'envoyer, ou tous les distributeurs de fruits et légumes, en fait, au lieu d'envoyer leurs bleuets
qui sont plus bons, une vanne de bleuets en barquette, je sais pas si vous voyez c'est quoi, mais il y a beaucoup de plastique là-dedans. Là. Il aimerait ça, là, engager du monde pour dire, OK, gars, on va ouvrir les barquettes puis on va composter ça. Il ferait faillite. C'est pas plus compliqué que ça. On vit dans un système économique qu'on a de la compétition. On n'est pas dans un système communiste. Là. Tu sais, mon petit livre de Marx, quand j'étais jeune, c'était bien beau, là, mais on n'est pas dans ce système-là. Ce qui fait que si, toi, économiquement, tu dépenses plus que l'autre pour faire des activités, tu es naturellement moins compétitif parce que tu as moins d'argent dans les poches, fait que tu peux moins faire de rabais, faut que tu vendes ton produit plus cher, tu n'as pas le choix. Fait que cette compétition-là, qui est très saine dans l'entrepreneuriat, est aussi détrimentaire dans le fait que ça peut te limiter vers tes bonnes actions, en fait. T'sais, parce que financièrement, c'est pas rentable. Puis c'est là que tu arrives. C'est là qu'on arrive. C'est là que Claude arrive puis dit, check, envoie-moi ta vanne de bleuets en barquette. Moi, je l'ouvre. Je vais ouvrir chacune des barquettes. Je vais mettre les bleuets sur un convoyeur. Je vais les trier. Je vais faire du jus pressé à froid d'extrêmement haute qualité avec ça. Je vais faire du profit avec ça. Je vais te donner du profit. Je vais te acheter tes barquettes. Peut-être 25 cents dans la pièce, mais c'est 25 cents qui t'auraient coûté pour l'envoyer à don. Parce que ça coûte de l'argent envoyer à don quand tu as une entreprise. Fait que, puis c'est ça qu'on fait. Puis le monde dit « Oh mon Dieu, David, tu es un génie! » Mais honnêtement, c'est vraiment niaiseux quand tu y penses. C'est juste du gros bon sens. Ça fait vraiment du sens. On fait juste redonner de la valeur à ce qui aurait jamais dû en perdre. Ouais. Ça veut dire aussi faire des essais, j'imagine, qui ne marchent pas. Parce que quand tu veux essayer des trucs circulaires, c'est pas toujours des succès. Il y a eu des biscuits. Ah ouais, on fait ça plein. a été un flop. Ah ouais. Vous aviez des projets de poudre déshydratée, de jus congelé, de purée. Je sais pas si ça aboutit, mais... Ça aboutit maintenant, par contre. Ouais. Ça, c'est en train de grossir. Ça, je suis excité. Ça marche. Ah oui. Mais comment tu réagis quand il y a un échec, quand il y a quelque chose qui ne marche pas? Je ris. Mes actionnaires n'aiment pas trop ça que je ris, par contre. Ils trouvent moins drôle, mais dans le sens, on fait quelque chose que personne n'a jamais fait. Fait que c'est sûr qu'on va se tromper quelque part. Le chemin n'est pas tracé, là. C'est nouveau, là. Fait qu'on se plante. Ça n'a pas le choix. Mais l'important, c'est que tu aies plus de succès que de plantage. Là, fait qu'on continue, puis on se relève, puis on trouve des solutions. Sur la liste de rejets alimentaires qu'on a, là, nous, on est devenu le centre d'appel. Hein. Tout le monde nous appelle avec leur rejet alimentaire, autant aux États-Unis qu'au Canada. Ben, on a un gros black book qui dit qu'est-ce qui est jeté où, quand, comment. Puis, il y a des données partout. Là. Vous avez le centre de données en Amérique du Nord, c'est vous. Là. C'est nous autres. Ouais. Si tu veux savoir qu'est-ce qui jette tout, c'est nous, puis c'est Lou qui a cette information-là, clairement. Puis on a décidé de signer des NDA avec tout le monde. Kraft, Del Monte, Conagra. C'est tout du monde qui nous ont contactés pour dire « Hey, on jette des aliments, pouvez-vous nous aider? » Ce qui est quand même extraordinaire. Parce que c'est là que quand tu entends ça, tu es comme « OK, ça se passe. Là. Il y a quelque chose qui se passe. » L'industrie commence à dire « OK, nous autres aussi, là, on a envie de faire ça. » Pour deux raisons. La première, ben l'économie. C'est comme « OK, on va sauver des sous. Ça fait pas de sens de gaspiller ça. » La deuxième, ben le marketing. La perception. Ça a marché, Loop. Fait que là, tout le monde te dit, Loop a marché. Tout le monde en parle. Ils ont passé dans tous les médias. Je sais que je suis encore en train d'en parler en ce moment dans un podcast. C'est cool. Mais nous autres aussi, on veut faire ça. Nous autres aussi, on veut parler dans un podcast. On veut en parler. Fait que ce mouvement, on a créé un mouvement. Tout le monde veut en faire. Tu réponds quand même non à beaucoup de monde qui essaie de... Je dis tout le temps non. Le monde m'appelle avec des courges, je dis non. Le monde m'appelle avec des tomates, je dis non, pas tout de suite. Le monde m'appelle avec des affaires, je dis non. Pourquoi? Parce que on a une équipe, je peux pas non plus, je peux pas mettre trop de pression sur le team pour juste faire de l'innovation constante. Il faut que tu donnes de l'amour à tes brands, il faut que tu donnes de l'amour à tes lignes. On l'a vu, on a fait des échecs parce que justement, on a lancé trop de produits en même temps. Puis le monde était mêlé, puis on était dans différentes catégories de l'épicerie qui étaient des différents acheteurs, des différents concepts. Fait que là, on a ralenti, on s'est dit, OK, là, wow, il faut qu'on se concentre puis qu'on rentabilise la patente, en gros, tu sais. Ouais. Mais des projets dans la tête, j'en ai en 6 boulots, là. Tu parles souvent de tes actionnaires, les gens de ton équipe et tout ça. Tu dis aussi que ton erreur, ça a été d'attendre trop longtemps avant d'engager des pros. Ouais. Parce que tu voulais payer des salaires moins chers au début. Puis tu dis, ça m'a fait perdre au moins 1 an de croissance. C'est une erreur qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous ont avoué au cours du balado. Est-ce que, quand on est un entrepreneur, on a une espèce de faux sentiment d'être capable de tout faire quand on lance? Oui, surtout quand tu es dans vingtaine, début trentaine. En tout cas, pour moi, tu veux tout faire. Puis tu veux apprendre. Puis tu veux pas nécessairement... Tu veux être le CEO, tu sais. C'est ce que je veux dire. Tu veux être ça, tu sais.
Puis à Loop, tu vois, j'étais déjà sage. J'ai dit à Julie puis mes partenaires, je veux pas être le CEO, ça va être Julie qui va être la CEO, puis c'est parce qu'elle est clairement plus organisée que moi, puis elle a clairement plus l'étoffe de tout ça. Pour elle, c'était dur parce que c'était comme, OK, j'ai jamais fait ça de ma vie, puis là, tu me mets dans ce rôle-là. Puis ça grandit vite, ce qui fait qu'être CEO d'une business de 3 employés, c'est correct, t'es pas vraiment CEO, mais ça grandit vite, puis qu'il a fallu qu'elle prenne cette assurance-là, puis qu'elle le fasse, mais elle est exceptionnelle dans ce rôle-là, tu sais. Puis moi, je sais que je suis pourri dans ce rôle-là. Tu vois, c'est important de savoir ça, tu sais. La plus grande phrase d'un entrepreneur, c'est de connaître ses forces, c'est de se connaître soi. C'est pas de gérer puis savoir gérer. Non, moi, je sais que je peux pas gérer. Un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui peut travailler avec tout le monde. C'est quelqu'un qui est capable de voir, t'es-tu un bleu, un vert, un jaune, un rouge. Puis, je vais m'arranger avec ta couleur parce que je comprends les humains. Puis, je vais te donner tout ce que tu as besoin pour être optimisé dans ton rôle. C'est un fermier humain. Parce que gérer une business, quand ça devient gros, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu gères tes ressources humaines, puis c'est à travers eux que le travail se fait, c'est pas à travers toi. Ça, c'est un bon gestionnaire. Moi, je suis un pourri gestionnaire, dans le sens que moi, je connais ta couleur, mais je suis bon à travailler avec juste une couleur. Fait qu'il y a des employés encore à ce jour qui vont me dire que j'ai été le meilleur boss de leur vie. Il y en a plein qui vont dire « Oh my God, j'ai adoré travailler avec David. Quel être extraordinaire. On a tellement eu du fun. Il m'a tellement laissé de liberté. Je faisais ce que je voulais. C'était absolument exceptionnel. » Puis ça, ce monde-là, c'est des entrepreneurs qui ont besoin de liberté, qui trippent, qui sont bien là-dedans, capotent avec moi, parce que je suis leur type. Mais toutes les autres, je leur fous la trouille raide. Là. Tu sais, ils m'aiment pas, là, parce que je change d'idée vite, parce que je me dis « Ah non, ça, c'est plus bon, j'ai envie qu'on aille là à la place. » Puis ça, il n'y a rien de pire pour une organisation que quand tu fais ça. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas de cadre puis qu'il n'y a pas exact, hein, c'est la pire affaire. Puis je le vois, puis je me vois là-dedans aussi, tu sais. Mais j'ai arrêté d'essayer d'être bon là-dedans. J'ai compris que je ne l'étais pas, puis j'ai accepté ça. Fait que je prends les rôles qui travaillent bien avec moi, puis le reste de l'équipe, puis le leadership team, ben c'est pas moi leur boss. Puis tout le monde est content comme ça. Puis quand vient le temps, tu sais, par exemple, en 2021, c'est assez charnière, vous avez investi, 10 millions de dollars, plus que 10 millions pour un bâtiment à Boisbriand pour vraiment agrandir vos activités. Vous avez eu l'aide des gouvernements. C'est majeur, ça permet plus. Puis vos ventes avaient doublé en un an. Mais quand vient le temps de faire un move comme ça, toi, est-ce que ça t'excite ou tu t'en fiches complètement parce que c'est pas ça qui te drive? Non, je suis excité. La croissance de l'entreprise, c'est ce qui m'excite le plus. Parce que Loop, c'est la première business que j'ai. C'est ma 4e, mais c'est ma première que le but, la mission de l'entreprise est intrinsèquement relié à sa croissance. Plus on croit, mieux c'est pour la planète. C'est parce que je t'ai déjà entendu dire souvent que t'aimes ça quand c'est petit. Puis quand ça grandit, il faut des systèmes, il faut des processus, on perd de l'agilité. Est-ce que ça peut devenir trop gros pour toi? Est-ce que tu pourrais faire comme à l'époque de Crudescence puis faire ciao? Sa mission à Loop fait en sorte que l'innovation est au cœur de l'entreprise tout le temps. Puis ça, c'est là que je suis bien. C'est là que je patauge comme un poisson dans l'eau. J'adore. Fait que ce concept-là, on n'est pas un produit qu'il faut qu'on exporte à travers le monde. On a un concept qu'il faut qu'on exporte à travers le monde à travers des produits qui vont se changer selon l'endroit où est-ce qu'on est. T'sais. Fait que ça, il y a tellement une grande flexibilité et un grand besoin d'innovation que je trouve ma place là-dedans. Puis justement, je ne suis plus un gestionnaire. Je suis un entrepreneur, je suis un développeur des affaires, un relationneur, si on veut, c'est pas un mot. Puis ce qui fait que je suis bien là-dedans. T'sais. Mais si on me disait qu'il faut que tu gères la croissance, il faut que tu gères les mouvements, ça, c'est pas ma tasse de thé, en effet. Mais je suis plus dans cette position-là. C'est ça l'avantage. Comme entrepreneur, tu l'as dit déjà, ton idée, c'est pas de réussir puis de devenir riche, c'est de résoudre des problèmes, d'avoir vraiment un impact qui peut changer l'économie. On est dans une époque où il y a le discours contraire qui est un peu présent. Quel regard tu portes sur ceux les entrepreneurs en crypto ou en immobilier qui disent hey, comment faire de l'argent facile? C'est une grosse mode, ça. Mais de l'argent facile, ça n'existe pas, première des choses. Ça, on va être clair, là, ça se peut pas. Puis, sous cette prémisse, en comprenant ça, là, en partant avec le fait que faire de l'argent facile, ça se peut pas, tu vas avoir plus de facilité à faire de l'argent si tu as une vraie mission. Puis ça, je veux que ça soit vraiment clair pour tout le monde, là. Si tu as vraiment une mission qui est plus grande que celle de ton produit ou ton service, ta rétention d'employés va être plus facile. Ton marketing va te coûter moins cher parce que tu as quelque chose à dire. Tu n'es pas obligé d'essayer de vendre quelque chose que le monde n'a pas de besoin. Tu as vraiment quelque chose à dire. Tu as une vraie mission. Ton sentiment de fierté quand tu vas te coucher le soir va être vraiment meilleur. Ton endurance à travailler des années et des soirs durant va être vraiment meilleure parce que, en bout de ligne,
tout le monde cherche une mission. Tout le monde veut sentir qu'ils font partie d'un tout ou qu'ils sont partie intégrante de quelque chose de plus grand qu'eux. On veut tous ça. Toi, tu viens d'entrer dans la quarantaine, 41 ans, tu as 2 enfants maintenant, un bébé. Ça change quoi la vie de famille pour quelqu'un qui a un cœur de nomade comme toi? C'est rough! Le nomade en moi, il sait que il est très excité de être nomade avec sa famille puis de partager ça avec sa famille. En fait, je suis vraiment excité. J'habite en forêt, j'habite sur le bord d'un lac. Je me baigne le matin avec mes enfants dans le lac. Je fais des cold dips. On est vraiment bien. Là, fait que je me sens d'une certaine façon en voyage au quotidien quand même. Mais ce que la famille a amené vraiment de perturbant dans ma vie, c'est le fait que tu n'as plus de temps. Tu peux plus travailler là, le soir. Là. C'est fini. Là. C'est impossible. Là. Tu peux pas faire ça. Il faut que tu joues, il faut que tu t'amuses, il faut que tu sois présent, il faut que tu regardes dans les yeux, il faut que tu poses des questions, il faut que tu sais. Puis fait que ça veut dire que c'est quand les enfants sont couchés que tu peux peut-être reprendre un peu de travail. Mais là, t'es brûlé, tu as tout donné. Fait que ton output est vraiment moindre que quand... Tu sais, j'en ai des entrepreneurs qui me disent « Ah, moi, là, j'avais une nounou, inquiète pas, là, j'ai continué à rouler comme un malade. » Ouais, non, c'est pas pareil. Moi, j'ai pas envie de ça. Tu sais, j'ai pas envie d'être le gars qui a comme une nounou à la maison qui cuisine, qui fait tout, puis qui continue à travailler comme un malade. J'ai envie d'être comme présent. Tu sais. Puis que la relation avec les enfants se noue. Oui, ce qui fait que ma relation au travail est très différente. Tu sais. Je travaille beaucoup moins qu'avant. Là, tu fais des affaires au Canada, aux États-Unis, tu vises l'Europe, l'Australie, j'imagine, parce qu'il y a des belles plages là-bas. Qu'est-ce qui te reste à accomplir professionnellement? Je pars un nouveau projet, là, moi. Ouais, je pars un nouveau projet pour aider les entrepreneurs, en fait, vraiment. Fait que je peux pas trop en parler, là, mais j'ai envie de redonner. Tu sais, on a tellement de gens qui nous écrivent pour dire hey, comment que je fais, moi, pour partir en entreprise? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Y a-tu moyen de pas passer par le chemin battu pour partir en entreprise, puis comme, justement, juste me lancer, tu sais, puis j'ai tellement fait d'erreurs. Genre, je les ai toutes faites, les erreurs. J'ai comme envie d'aider les gens à pas faire ces erreurs-là, tu sais, puis de donner juste un peu de donner au suivant. En fait. Mais les erreurs peuvent être formatrices aussi. Oui, à fond, oui, mais j'aurais pu aller beaucoup plus vite, puis pas me casser la gueule, puis être un peu moins bipolaire, puis avoir moins peur de pas payer mes employés si j'avais pas fait quelques petites erreurs qui pourraient bénéficier bien du monde, tu sais. Puis je trouve que l'entrepreneuriat, c'est... Moi qui a toujours été un activiste, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est l'activiste de demain. C'est les entrepreneurs qui changent le monde, en fait. C'est les entreprises qui ont le plus d'impact, en fait. Puis je considère aujourd'hui que les entreprises ont plus d'impact que les politiciens. Je le vois, tu sais. Puis je parle plus de politique provinciale, fédérale, là. Je parle... Les politiciens de ville, tu sais, la mairie, ils ont vraiment de l'impact. C'est des entrepreneurs, littéralement. Ils ont un budget serré, ils connaissent, ils ont de l'impact. Dans un mandat, tu peux vraiment changer les choses. Mais le reste de la politique, là, c'est du tatouinage en général. Tu sais. Je le sais, j'en connais des politiciens qui me disent « J'en reviens pas, le nombre d'heures qu'on fait à juste vouloir contrecarrer le plan de l'autre. » C'est triste. Tu sais. Fait que je crois vraiment à l'entrepreneuriat comme ce qui va changer le monde, en fait. Puis personnellement, toi, qu'est-ce qui te manque comme rêve? Moi, tu sais, j'ai été prof d'acro-yoga. Je faisais beaucoup de yoga, puis j'étais là-dedans. Puis on contemple la possibilité de, comme, moitié de l'année, là, de pas être en hiver. C'est simple, là, mais juste m'ouvrir un petit truc sur une plage quelque part. Là, Hawaï t'appelle Hawaï, Bali, tu sais, juste quelques mois par année. Là, on est vraiment bien au Québec, on est très bien chez nous, mais c'est juste ça. Moi, avec ça, je suis heureux. Pour donner le goût du voyage aux enfants aussi. Oui, exactement. Ben, je te souhaite beaucoup de plages encore et beaucoup de succès. Merci, David. Merci à toi, vraiment apprécié. Le balado « Ça part d'une idée » est une production de l'Actualité. Recherche et animation, Jean-Philippe Cipriani. Réalisation, Récréation. Mixage sonore et thème musical, Francis Thibault. Musique additionnelle, BAM Musique. Prise de son, Raphaël Limoges-Côté. Ce balado vous a plu? Écoutez les autres épisodes de la série à l'actualité.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci d'avoir été là. À bientôt!